Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la Libre Antenne où vous nous confiez vos questionnements, mais aussi souvent ce qui vous pose problème dans vos relations amicales ou sentimentales. Et parfois, un ami qui ne va pas bien vous fait ressentir des sentiments désagréables dans lesquels vous avez l'impression que vous êtes en cause. Soyez patient avec lui ou avec elle. L'anxiété ne se présente pas toujours comme une crise de panique. Parfois, elle se manifeste sous la forme de colère ou de ce qui pourrait ressembler du mécontentement ou de la frustration majeure. Ne le prenez pas personnellement. L'anxiété, et vous le savez bien, vous qui écoutez cette émission, n'est pas toujours rationnelle et explicable. Parfois même, ceux qui ne vont pas bien ne savent pas pourquoi ils sont anxieux. Ils se sentent mal d'avoir décliné autant d'invitations, d'avoir des comportements si irrationnels et regrettent d'avoir dit des choses qui auraient pu être blessantes quand ils se sentaient dépassés ou tristes. Alors même s'ils semblent toujours s'isoler, ne les laissez pas tomber. Ils ont besoin de savoir que vous tenez à eux et que vous voulez les voir. Continuez à les inviter, cela a beaucoup d'importance à leurs yeux. Ils ne veulent pas que vous essayiez de régler leurs problèmes d'anxiété. Au lieu de cela, aimez-les dans toute leur unique splendeur. Après tout, ce sont nos imperfections qui nous rendent beaux et belles. Et puis, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas une anxiété, et ce sont aussi des individus uniques, tout comme vous, qui veulent exactement ce que nous voulons tous, qu'on les aime inconditionnellement. Allez, on s'apporte soutien et amour dans cette émission. Quentin et Corentin répondent à vos appels avec bienveillance. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Des SMS pour réagir en direct au 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou par mail europe1.fr. L'émission est réalisée ce soir par Maxence Destop. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Daniel. Sophie. Oui, bonsoir Daniel. Oui, Bienvenue. alors je me suis permise de vous contacter parce que voilà, il m'arrive quelque chose, qui arrive sans doute à beaucoup de femmes, bien sûr. Hier, mon ami a rompu par téléphone. Voilà. Je l'ai appelé hier matin parce que je n'avais pas de nouvelles de lui depuis la veille. Et puis, nonchalamment, en plus, il semblait que je le dérangeais un peu. Il m'a annoncé que, tout compte fait, ce serait peut-être aussi bien si on restait amis. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis très très longtemps, depuis un peu plus d'1 an quand même. Ce qui me soucie, c'est pas le fait de la rupture en elle-même, parce que je m'en remettrai. Ce qui me soucie, c'est que nous faisons partie tous les deux de la même association de théâtre, Oui. et que nous sommes amenés à nous côtoyer. Oui. Et je ne sais absolument pas quelle réaction avoir maintenant avec lui. C'est vrai que, comme j'ai écrit dans le message, je m'étais dit que la prochaine fois que je le vois, je vais le gifler. Et je me dis que c'est ridicule. Comme une scène de théâtre. Voilà, tout à fait. C'était très théâtral, mais complètement infantile. Et j'en ai bien conscience, mais c'est vrai que c'est de la colère que je ressens là actuellement. Oui, et puis de l'humiliation. Et de l'humiliation, oui. tout à fait. Oui. Parce que j'en ai parlé un petit peu avec Corentin là tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que ça fait écho en moi à déjà plusieurs situations identiques. Et par exemple des humiliations avec des amoureux, Ah oui. du style, notamment une qui m'a vraiment marquée. J'ai vraiment du mal à effacer cette sensation d'humiliation profonde. Je faisais une petite réunion il y a très longtemps, j'avais juste 20 ans, je fêtais mon diplôme et j'avais invité mon amoureux, entre autres avec d'autres amis, à nous rejoindre, et il est arrivé avec une autre amie. Ah oui. Ça a été l'humiliation suprême. Il est arrivé avec une autre amie, c'était horrible. J'ai passé une soirée horrible, ça a été terrible. Et puis d'autres situations comme ça, d'humiliation
amoureuse, dans une situation amoureuse. Oui, et du coup, la question que je me posais en vous écoutant par rapport à ça, sur l'histoire d'aujourd'hui, comme d'ailleurs peut-être, mais vous étiez plus jeune et c'était moins évident pour vous à 20 ans, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas senti les choses venir, parce que je les ai sentis venir. Je voyais bien qu'il était un peu distant depuis quelque temps. D'accord, donc vous n'êtes pas si étonné que ça. Non, je ne suis pas étonnée. C'est pour ça que c'est pas tant la rupture qui me Alors surprend. pourquoi vous êtes humiliée du coup? Comment je suis humiliée? Je ressens beaucoup de colère. Mais est-ce que la colère n'est pas en train de dire, elle est en partie aussi contre vous, c'est-à-dire contre la femme qui le savait et qui n'a pas bougé? Vous avez attendu que lui porte les stockades finales, on va rester dans le théâtre, alors que vous saviez, vous saviez condamner en fait. C'est presque ça, tout à fait. Et donc vous êtes un peu passive, c'est-à-dire l'humiliation, c'est que ce sentiment d'être humilié et cette colère, c'est que vous n'agissez pas alors que la situation vous réclame d'agir. Tout à fait. Parce qu'un homme que vous sentez qui commence à plus trop vous aimer, et peut-être que vous aussi, vous étiez pas si attaché que ça à lui. Oui, tout à fait. Ça c'est super important, Daniel, pour la question que vous posez, c'est-à-dire comment je vais me comporter face à lui au théâtre. Mais moi j'ai envie de vous dire en grande dame, en grande dame du théâtre, c'est-à-dire presque en le remerciant d'avoir eu le courage qu'il a eu que vous n'avez pas eu. Là vous l'avez largement l'humiliation si vous faites ça. Oui. C'est-à-dire que si vous allez vers lui au prochain cours franche et direct en lui disant, tu sais, je voulais te remercier parce que tu as bien fait, c'est vrai que notre relation n'avait pas de sens ni pour l'un comme pour l'autre et tu as été courageux d'y mettre un terme parce que je l'aurais peut-être pas fait tout de suite et c'est bien que tu l'aies fait. Et restons donc dans ce cours de théâtre et vous pouvez même plaisanter en disant que vous saurez maintenant jouer ensemble des scènes sentimentale de tous ordres, puisque vous avez un registre assez large ensemble. Oui. Et est-ce que vous le sentez? Je me permets de vous dire ça parce que j'ai l'impression que vous ne tenez pas tant que ça lui et que vous n'êtes pas blessé sur le plan du sentiment, mais plus de l'ego. Non, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est d'accord. Je m'attendais à cette rupture, mais bon, effectivement, je pense que je retardais l'échéance. Alors, je vais quand même ajouter quelque chose, si vous permettez. C'est que ce matin, je suis allée lui rapporter un petit baluchon d'affaires qu'il avait laissé chez moi. Et alors il est sorti, j'ai sonné, il est sorti et il m'a dit mais est-ce qu'on peut parler? J'ai dit non, c'était hier qu'il fallait parler. Tu as eu toute la journée pour me rappeler, tu l'as pas fait. Il me dit mais t'as pas compris, je suis angoissée parce que il est en recherche d'appartement. Alors là, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit j'en ai marre de tes états d'âme quoi. C'est pas possible. Tout n'est pas excusable quoi. Je lui ai dit on ne rompt pas avec quelqu'un parce qu'on est angoissé pour la recherche d'un appartement. C'est une excuse vraiment. J'ai pas compris. Là j'ai pas compris du tout. Là franchement ça m'a un peu. Oui, c'est amusant parce que ça fait écho un peu à ma petite introduction sans le savoir. C'est toujours oui, c'est qu'il va mal et qu'en fait et qu'en fait il très maladroitement pour quelqu'un qui va mal, il sort une excuse qui n'est pas bidon en soi dans le sens où pour lui elle a du sens parce que il sent bien qu'il va pas bien et qu'il met ça sur le compte peut-être d'une anxiété de recherche d'appartement. Toujours est-il que il est pas très heureux avec lui-même en ce moment et qu'il traverse peut-être une période difficile et vous ça vous exaspère parce que vous dites moi ces petits problèmes ça m'est égal mais ça prouve juste une chose, c'est que vous êtes juste pas du tout amoureuse et c'est plutôt une excellente et c'est une très bonne nouvelle. J'ai quand même voulu donner une petite chance parce que c'est quand même quelqu'un qui a des côtés très attachants. C'est un artiste. Il dessine très bien. Enfin, il a des côtés très intéressants. Complètement différent de moi qui suis très terre à terre. Et je sais pas, je le trouvais intéressant et je le sentais quand même en difficulté. J'ai voulu peut-être l'aider. Inconsciemment, je lui ai trouvé beaucoup d'excuses souvent depuis. Est-ce que tout ça ne pourrait pas rester valable, Daniel? Parce que ça signifie que ça, c'est des choses assez justes. Vous appréciez la personne qu'il est. Oui. Quelquefois, on apprécie une personne, on n'a pas forcément envie que ce soit son amant ou son amoureux. Oui, tout à fait. Je trouve que ça l'a été, mais ça pourrait rester une personne que vous appréciez. Et puis le fait qu'il ait des soucis et qui traverse une période difficile, ça peut être
quelque chose de l'ordre de l'amitié. Il se trouve que vous avez pris une direction de plus intime, d'amant maîtresse, mais c'était pas forcément la bonne pour vous deux. C'est ce qu'on peut comprendre aussi. Est-ce que ça signifie qu'il faut absolument couper court à toute relation? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à y gagner? Ça arrive quelquefois des jolies amitiés hommes-femmes après justement une erreur d'aiguillage de relation. Si vous appréciez l'homme qu'il est, et puis oui, comme le dit Nicolas, Nicolas dit, elle est en colère contre l'immensité de sa lâcheté, mais elle se rend compte qu'elle l'a été aussi. Oui, c'est pour ça qu'elle est vexée, et quand elle le recroise, il faut qu'elle lui dise qu'il leur a rendu service à eux deux. Nicolas qui appuie un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que dans ce que vous racontez, il y a à trier en fait, à trier les choses. Il y a ce qui est à vous, ce qui est à lui, et puis ce qui est de l'ordre de votre relation à vous deux. Il y a une partie à vous où vous avez démarré en disant oui, je me suis encore fait humilier, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans ma vie, et pour moi ça a réveillé ça, et c'est douloureux. Mais là, vous comprenez que ça, c'est votre partie à vous, et que si l'histoire vous ramène ça, sur lequel vous avez mis l'étiquette humiliation, il y a plusieurs formes et plusieurs sens à donner, et que chaque situation, je suis persuadée que si vous les reprenez une à une, elles vous diront pas tout à fait la même chose, mais elles vous diront peut-être à chaque fois que vous n'avez peut-être pas agi au bon moment pour vous-même. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Ça vous invite à le faire dorénavant. Il y a la partie à lui qui est que c'est un homme malheureux, en tout cas en ce moment là. Il est malheureux, et qu'il est un peu perdu, et qu'il a voulu peut-être se réchauffer avec vous, mais qu'il n'a pas trouvé, parce qu'il n'arrive même pas à se réchauffer avec lui-même, donc il est mal partout. Mais il peut avoir aussi quand même un peu besoin de vous, un peu de chaleur. C'est pour ça qu'il est si empoté, si maladroit, et si brutal, d'où le coup de fil de la rupture ce matin. Hyper brutal, parce qu'on sent qu'il y a un côté coup de tête là. Il y a un côté je décroche mon téléphone et c'est fini. Voilà. Et après tout embêté d'avoir été aussi vif. Et puis il y a quelque chose qui vous appartient à tous les deux, c'est l'histoire à laquelle vous avez chacun voulu croire, et qui n'a été possible pour aucun de vous deux. Mais encore autre chose qui continue à vous appartenir, c'est le cours de théâtre. Oui, ça c'est important. Hein. Mais justement, j'étais très embêtée par rapport à mon attitude. Mais bon, c'est vrai que vous avez expliqué certaines choses là qui m'ouvrent un peu les yeux. Hein, effectivement, ça, je pense qu'effectivement la colère que j'ai ressentie, c'était aussi de la colère contre moi, de ne pas avoir été assez vigilante, de ne pas avoir écouté la petite voix en moi qui me disait que ça n'allait pas. Que ça n'allait pas. Voilà. Ça n'allait pas, je le sentais. Et c'est là où vous avez ce sentiment d'humiliation, c'est que du coup vous vous humiliez aussi. Oui. Vous ne vous êtes pas respecté, voilà. Vous n'avez pas respecté qui vous êtes profondément. Et c'est très désagréable d'être sauvé entre guillemets, que la décision vous échappe et qu'elle soit prise par quelqu'un d'autre, alors que c'est une décision que vous savez que vous auriez dû prendre. Elle est là, l'humiliation. Oui. C'est vraiment désagréable. Oui. Mais oui. C'est pour ça que vous serez une très grande dame, Daniel, en le remerciant. Oui, mais ça, c'est un très très bon conseil. C'est vrai que je n'avais pas du tout... En assumant totalement, en lui disant, mais oui, bien sûr. Bien sûr que c'était une très bonne idée. Oui, parce que, en plus, si vous voulez, ce matin, quand je lui ai rapporté ses affaires, je l'ai senti tellement malheureux, désemparé. Et je suis partie, là, j'ai vraiment été... Là, à ce niveau-là, moi, je me suis sentie très ignoble, presque. Je suis partie, je lui ai pas adressé un regard. J'étais encore dans la colère. Et je pense qu'effectivement, oui, la prochaine fois qu'on se voit, ce serait bien effectivement d'apaiser tout ça, pour lui et pour moi. Oui, et puis si vous lui tendez la main de cette façon-là, c'est-à-dire, quand je dis tendre la main, presque lui serrer la main, une vraie poignée de main d'amitié, en disant merci parce que c'était bien. Et si vous assumez et vous avouez que c'est pas le courage que vous n'avez pas eu qu'il a eu, vous allez le restaurer et lui faire énormément de bien. Même si la forme,
on est d'accord, elle est loin d'être, voilà, elle est nulle, elle est pas terrible, comme dit Sergio. Oui, il dit, c'est plutôt une chance sur le fond. Vous vous débarrassez d'un boulet un peu moins sur la forme, c'est vrai. Hein, bonne route pour la suite, vous dit Sergio. Mais oui, voilà, la forme laisse complètement à désirer. Mais bon, personne n'est parfait, et surtout quand on va pas bien, bon, voilà, on fait pas forcément des choses dans les règles de l'art. En tout cas, ça vous va à vous, c'est ça l'essentiel, Daniel. Oui. Et que le fait d'assumer va vous donner du courage et de l'estime de vous, même en ayant l'estime de dire bah oui, tiens, moi j'ai pas su faire ça, mais bravo, quoi. Beau travail, merci. Et le remercier, c'est de lui donner de la gratitude. Oui, et quand vous êtes là-dedans, et ben vous vous faites du bien à vous. Vous allez voir comme vous, ça va vous faire du bien, mieux que ce matin. Oui, et je pense que ça lui fera du bien aussi. Ah oui, c'est sûr. Oui, parce que c'est vrai que c'est sûr. Il n'est pas très bien, hein, c'est évident. Il n'est pas bien du tout. Et que vous pouvez imaginer du coup, sans rentrer dans le sauvetage, mais vous allez, ça va être une aide pour lui. Juste votre posture, vous voyez, c'est pas juste des mots. Parce que quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément besoin qu'on vous résolve vos problèmes. Tout à fait. Mais par contre, d'être écouté et qu'on ait en face de soi quelqu'un qui vous fait comprendre que vous avez la capacité de les résoudre. Et ça, c'est une grande chance. Oui. Hein, si vous lui renvoyez cette capacité-là, en étant une femme digne et digne de ce qu'elle est, de ses sentiments, c'est ça que j'appelle être une grande dame, vous allez voir que vous allez vous faire du bien tous les deux. Oui, écoutez, là, vraiment... Et à vous surtout. Ouais. Oui, c'est vraiment un très bon conseil, là. C'est vraiment une très très bonne idée que vous me donnez. Je n'avais pas du tout envisagé ça comme ça, parce que j'étais encore très en colère. Oui. Mais je comprends mieux. Oui, la colère, c'est quand on est coincé, hein, souvent, cette émotion. J'étais coincée, oui. Oui. Donc, vous avez bien fait d'appeler Daniel. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Sophie. Merci à vous. Merci. Et bonne merci chance pour à vos vous. émissions. Oui, merci. Elles sont toujours très, très intéressantes. C'est gentil. Merci, Daniel. Bonne nuit à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Sophie. Merci de recevoir mon appel. Bienvenue. Merci. Alors, oui, Chantal, vous nous appelez parce que vous vouliez parler de la tristesse, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que c'est une tristesse qui est évolutive dans le sens où j'ai commencé un travail psychothérapeutique en mai 2008. Donc voilà, j'installe le décor. Et disons que c'est évolutif par rapport aux souffrances que j'ai eues dans le passé, souffrances qui datent déjà depuis la préenfance, qui en même temps ont éclaté en 95, 96. Et à partir de cette période-là, j'ai commencé un grand cheminement dans le couloir de la psychiatrie, on va dire, qui fait que maintenant, après une vingtaine d'années, je vais beaucoup mieux. Et pour ça, il m'a fallu développer une pléthore d'efforts sur moi-même et aussi passer par des moments de grand fracas. Oui, j'imagine, oui. Voilà. Et vous êtes quoi, étonné ou c'est peut-être pas le mot. Enfin, qu'est-ce que provoque? C'est une interrogation, c'est ces moments de tristesse qui continuent comme ça à vous étreindre? Étonné, je dirais peut-être pas. Non, c'est pas le mot. Oui. Je me dirais juste je me dis juste le fait que cette tristesse, pour moi, est à la fois la marque de fabrique d'un passé pas facile. C'est vrai. Et une sensibilité qui aussi est une chance parce que au final, je trouve que à travers la tristesse, j'accueille ma réalité. C'est vrai. Et je pense que très très tôt, j'ai eu des goûts musicaux assez teintés de tristesse. Et ma thérapeute soulignait le fait qu'en effet, je pouvais me reconnaître dans tel ou tel artiste par rapport à l'ambiance créée par leur art. Ouais. Et au-delà de ça, maintenant, quand je parle de tristesse, c'est vraiment par vague. Par exemple, un exemple concret, c'est-à-dire que récemment, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Ça faisait 9 ans que je suis dans un autre appartement où il y avait beaucoup de tracas. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... depuis que j'ai aménagé dans un tout autre cadre, beaucoup d'euphorie et paradoxalement aussi de la tristesse, sans doute parce que je m'autorisais à lâcher prise par rapport à ces 9 ans passés dans un lieu qui était parfois très insalubre.
Oui, donc en fait, c'est comme une ombre et une lumière, enfin, comme un contraste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Voilà, tout à fait. Une forme de. Je me rends compte que à travers le travail de thérapie que j'ai enclenché il y a de cela 2008, mais psychothérapie, parce que psychiatre, j'ai toujours mon suivi en parallèle. Disons que les choses évoluent grandement et donc accueillir à chaque fois toutes ces évolutions me coûte aussi en prise de conscience et voilà, et c'est nécessaire, hein, je me rends bien compte, se libérer de certains fantômes, et notamment je fais un outil, j'utilise un outil qui s'appelle le psychodrame. Ah oui, très bien. Voilà, ah oui. qui aide beaucoup à chasser les démons symboliques. Oui. Et expliquez peut-être pour les auditeurs justement comment vous travaillez, ce que c'est intéressant, et ça peut en intéresser de nombreux. Racontez-nous, Chantal, comment se passe en fait justement la pratique du psychodrame. Eh bien, le psychodrame, il s'agit de scénettes proposées par la personne à qui on a proposé le psychodrame. C'est-à-dire qu'initialement, il y a un meneur de jeu. Donc, ça s'est inspiré du jeu de rôle de Moreno, qui est un psychanalyste d'il perpète. Et en fait, il se trouve que lors d'une séance de psychodrame qui dure une demi-heure, j'arrive donc et puis j'explique comment je me sens. Et à partir de là, le meneur de jeu qui a une formation de psychanalyste, de psychothérapeute, m'invite à réfléchir à une scène qui pourrait reprendre ces éléments du moment de lycée maintenant à ce moment-là. Et il y a 4 acteurs thérapeutes. Ça peut varier, des fois c'est 4 ou 5, mais en général, pour l'instant, c'est 4. Et il se trouve que ces mêmes acteurs thérapeutes sont des psychodramatistes qui ont des formations en continu de psychodrame. Et ce sont des instances qui vont jouer. C'est-à-dire que tour à tour, je peux jouer mon rôle ou je peux jouer le rôle d'une personne. Ça peut être un membre de ma fratrie, un ami, ou même quelqu'un que je ne connais pas ou un concept. Oui. Et donc, on voit ce qui est symbolisé. Ce qui est mis en exergue, c'est le fait de sortir d'une façon d'être qui me bloque. Parce que le psychodrame, à l'origine, ça a été proposé pour les personnes qui sont engoncées dans des rôles préétablis par un groupe ou par un système. Exactement. Ça peut être par son propre système. Enfin, c'est un truc super. Oui. Et alors, c'est tout à fait juste ce que vous racontez, Chantal, et ça permet justement de déjouer le fameux censeur intérieur qu'on a souvent et de lever des blocages et de dédramatiser des situations très douloureuses. Alors vous savez en plus que c'est très ancien parce que l'idée, en fait, ça remonte à la tragédie grecque, qui déjà, chez les Grecs dans l'Antiquité, on prenait les vertus cathartiques du divertissement par la tragédie. Et en fait, c'est ça le psychodrame, c'est de rejouer sa vie dans la tragédie et on sait que la tragédie grecque est très intéressante sur le plan justement de nos affects, de nos blocages. Et ça fait longtemps que vous travaillez justement par le biais du psychodrame, Chantal ? Le psychodrame, j'ai commencé en 2010. D'accord. Voilà. Ouais. Et disons que c'est en parallèle, il y a un suivi au niveau de mon psychiatre et d'une équipe, de l'équipe du psychodrame. Parce que initialement, c'est pas destiné non pas qu'il s'agit d'avoir un statut privilégié pour bénéficier du psychodrame, mais c'est dû à une problématique bien précise. Et donc, ça m'aide énormément. Ouais, ça m'étonne pas. C'est très aidant parce que ça permet d'interpréter finalement un personnage en particulier de la situation en question et de le jouer avec les autres. Donc les inconscients sont complètement à l'œuvre et puis il y a un scénario inédit qui s'improvise et du coup, jouer le conflit psychique, ça me met souvent sur la piste du dénouement parce que l'émotion arrive à ce moment-là. Oui, mais ce qui est magique, c'est la lecture que les acteurs psychodramatistes font de ce qui se joue en nous, qui est un écho assez prodigieux de ce qui se passe réellement. Ouais, vous avez raison. Que ce soit au niveau des prénoms, que ce soit au niveau des postures, parce que c'est un jeu qui se fait debout. Donc on est comme dans une discussion.
Exactement, c'est très différent effectivement des autres formes de thérapie assis ou en divan. Et justement, vous avez cité l'inventeur, c'est ce que voulait d'ailleurs Jacob Lévy-Moreno. Il voulait une réponse nouvelle, il disait une situation ancienne. C'était ça, son idée au départ. Ouais. Ouais, c'est très intéressant et c'est vrai on n'en parle pas toujours dans cette émission. Donc c'est vraiment, je vous remercie Chantal d'en parler parce que c'est un axe thérapeutique intéressant. Ils sont tous intéressants. Après, il faut trouver bien sûr le sien. Il y en a pas, mais comme il y a des axes très différents aujourd'hui en termes de thérapie, celui-là est effectivement un axe intéressant. Mais, et vous le soulignez très bien dans cette histoire de tristesse qui était le début de votre propos, c'est que à chaque fois que vous avancez sur le plan de la thérapie et que donc vous avez des prises de conscience, on pourrait presque dire que ces prises de conscience s'accompagnent à chaque fois d'une forme de tristesse puisqu'elles signalent une illusion perdue, une déception, une perte. Vous voyez, à chaque fois on renonce, on clôt quelque chose, on tourne une page. Voilà, il s'est passé quelque chose. Ouais. Ça se fait en gradation. Voilà, et ça engendre une certaine forme, effectivement, de tristesse parce que il y a quelque chose qui a été qui n'est plus. Même si ce qui a été douloureux. C'est ça qui peut paraître un peu fou, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est le négatif qui annule le négatif. Oui, ce que vous disiez avec l'appartement. Oui, l'exemple avec l'appartement. Oui. C'est bien vu. Ouais. Et maintenant, oui, allez-y, Chantal. Maintenant, ce que je retiens de ce parcours thérapeutique, c'est beaucoup de maturation, beaucoup de lâcher prise évidemment, et beaucoup de reconnexion avec mes véritables motivations dans la vie. C'est-à-dire arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas et cesser de me mentir à moi-même. Oui, vous avez dit une très belle phrase tout à l'heure. Au début, vous avez dit j'accueille ma réalité. Voilà. Parce que certes, il y a le psychodrame, il y a la psychothérapie, il y a le travail psychiatrique, il y a les médicaments. Et au-delà de ça, il y a surtout beaucoup de liens avec les autres qui m'ont accompagnée depuis le début. Ma mère, ma sœur, enfin j'en parle, je suis un peu émue en parlant. Ah, c'est beau, ouais. Excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est sûr que 20 ans de psychiatrie, faut passer le cap à un moment donné. Et j'entends par là ne pas en faire sans jeu de mots, un drame, mais se dire que maintenant que je me sens beaucoup mieux, même si tout n'est pas résolu, j'essaie de jeter des ponts avec un extérieur sans doute peut-être pas plus... comment expliquer ? Pas un extérieur plus ordinaire, mais en tout cas plus fonctionnel et plus réel par rapport à la vie de monsieur et madame tout le monde. Donc quelque chose plus en paix, vous diriez ? Plus en paix, plus apaisé. Oui, plus apaisé, oui, plus serein, on pourrait dire. Oui. Et pour ce qui est de la vie professionnelle, vous allez rire, mais je co-anime une émission dans la ville où j'habite. Je co-anime une émission radio. Ah, formidable. Ah oui, c'est génial. Oui, je ne ferai pas de pub, mais c'est juste une émission si, une radio, vous pouvez en parler. J'habite à Bruxelles. Mais si, vous pouvez en parler, Chantal, bien sûr. C'est une émission qui parle justement de la santé mentale. Oui, extra. Et c'est une émission qui est sur une radio libre de Bruxelles. Oui, et c'est qui s'appelle comment ? Le troisième lundi du mois, de 17h à 18h. De 17h à 18h, d'accord. Le troisième lundi du mois, c'est sur une radio libre de Bruxelles. D'accord, qui s'appelle comment ? Radio Panique. Radio Panique, ah c'est génial. Oui, P-A-N-I-K. Ah, comme P-A-N-I-K. Ah, d'accord, j'ai compris Radio Panique, alors c'est pour ça que je riais. Panique, vraiment panique, comme la panique. D'accord. Et donc c'est, pour les Bruxellaires, comme on dit, qui connaissent... Mais oui, parce qu'il y a plein... la libre antenne est très suivie par nos voisins et c'est un grand plaisir pour nous tous. Donc c'est Radio Panique, je le dis, c'est une radio libre de Bruxelles. Voilà, et c'est troisième lundi du mois, 17h à 18h. C'est vous qui l'animez, Chantal, cette émission ? Je la co-anime avec un ami. Top. Ouais. Et en fait, nous avons des thèmes. D'ailleurs, demain, nous avons une réunion pour parler justement du prochain thème de l'émission. Oui. Par exemple, la dernière fois, c'est un thème que j'avais proposé, c'était
l'infantilisation des malades. Oui. Avant, Super. c'était le rapport entre le corps et la santé mentale. Et il se trouve que c'est toute une mini-équipe de personnes qui parlent de santé mentale avec quelqu'un qui fait du slam, Oui. différentes personnes avec des gens qui témoignent aussi par rapport à une profession donnée, qui est en lien avec le C'est thème. Et intéressant. donc voilà. Et on peut l'écouter depuis Paris, sur En podcast. Internet ou en France? Oui, en podcast. Ça s'appelle podcast. Silence Radio. C'est beau. Ouais. Donc voilà. Extra. Ouais. Donc sur la santé mentale. Hein. La santé mentale, tout à fait. Ah mais merci Chantal, c'est bien Rien. que vous fassiez connaître à la fois bien sûr ce que vous faites et puis faire connaître comme ça des émissions un peu nouvelles sur les sujets qui intéressent les auditeurs de la Libre Antenne et moi aussi d'ailleurs. Donc c'est intéressant et puis votre parcours aussi parce que on comprend et ça je trouve intéressant que à la fois vous nous dites bah voilà aujourd'hui j'anime une émission de radio et j'ai tout un parcours de travail sur moi parce que vous illustrez très bien que dans ces métiers-là, dans ces sujets-là, ben c'est un peu la phrase de Rainer Maria Rilke que j'aime beaucoup, qui dit celui qui n'aurait pas vécu ça n'aurait pas trouvé ces mots-là. Donc c'est bien parce qu'on a vécu quelque chose qu'on peut après guider, aider les autres. C'est ça le trajet. Tout à fait. Et c'est vrai que dans mon tempérament, tantôt altruiste, tantôt forcément un peu égoïste, j'aime un peu aiguillonner les gens sur tel ou tel, à défaut d'être un livre ouvert, mais sur telle ou telle réflexion. Parfois, j'avoue sans doute que je n'ai pas la réponse à tout, mais non, mais personne ne l'a. Oui. D'aucuns trouvent qu'en effet, j'ai déjà eu des gens me renvoyaient le fait que mon évolution les avait épatés. Oui, bien sûr, c'est très aidant. Ça donne de l'espoir aussi, du courage. Ouais, hein, c'est à la fois de l'exemplarité, puis c'est le guide. Regardez, en montagne, les Sherpas ou les guides de montagne, ils ont emprunté combien de fois les sentiers avant de nous y emmener. Et puis, quelquefois, ils sont tombés à certains endroits où ils connaissent des précipices pour les avoir frôlés. Donc, ils peuvent après encorder ou emmener des gens. Bah, c'est un peu ça, le principe. Oui, c'est un beau parcours aussi. Je ne vais pas mettre un baume sur la psychiatrie, mais maintenant, j'aimerais juste être dans une autre posture. Oui, quand vous dites j'aimerais pas mettre un baume sur la psychiatrie, c'est-à-dire que je n'irai pas jusque, entre guillemets, regarder se passer avec un tableau noir. Je comprends, oui. Disons que pour moi, ça a été un couloir nécessaire à un moment donné où je pense que ma vie ne m'appartenait plus. Oui. Dans des personnes parasites qui me faisaient énormément de tort, qui me tiraient vraiment vers le bas, et que cette grave dépression que j'ai eue, parce qu'on peut vraiment dire qu'elle était grave, a été une chance extraordinaire. Bien sûr. Même si ce fut un véritable fracas et un véritable éclat, mais au final, j'en sors gagnante, et toutes ces petites parties de moi qui ont été un peu dispersées dans des moments de drame, un peu partout. Oui, voilà, c'est une histoire compliquée, on va dire. Non, mais vous en parlez bien. Allez-y, Chantal. Oui, non, voilà, j'ai vécu des choses que d'aucuns auraient vécues aussi à d'autres moments, mais à des moments pénibles de l'enfance et qui font que, pour juste situer, je suis partie très tôt à l'étranger. Je me suis retrouvée pendant 6 mois loin de mes parents aux États-Unis. Et là, il m'est arrivé un drame et que ça colorait le début de ma sensibilité, quoi. Vous voulez nous dire quelle... J'ai été abusée. Ouais. Et du coup, il a fallu vous retrouver. Voilà, après. Parce que ça a été un véritable blackout. Bien sûr, surtout. Bien sûr. Vous êtes perdue. Ouais. Je me suis perdue. Mais oui. Et puis voilà, maintenant, c'est clair qu'il y a eu un moment donné où j'ai buté sur cet événement parce que je me suis dit, il y a eu un gros stress. Bien sûr. Que, ceci dit, je vois les photos de moi quand j'étais, avant de partir là-bas. Quand je vois le papier, le passeport, j'ai les larmes à l'œil, quoi. Ouais. De cette jeune fille. Bah oui. De cet enfant, ouais. Mais ceci dit, maintenant je vais mieux. Ouais. Donc,
c'est un drame qui n'a pas été réparé au niveau de la justice. Mais ce qui est plus beau dans l'histoire, c'est qu'en fait, ma famille a récupéré leur fille. Parce que c'était tout un giron extra-familial qui avait un trop grand impact sur ma vie personnelle, qui était un peu décalée comme histoire. Oui. Il y a comme un immense trajet, en fait, Voilà. que vous avez dû faire avec eux. Voilà. Et maintenant, j'accueille tout ça, quoi. Oui. Et Normalement, oui. Non, comme vous venez de le dire, et c'est très juste, et je reprends que vous avez dit, je peux pas effectivement mettre un baume sur la psychiatrie, c'est-à-dire façon de dire que on peut pas dire c'est super parce qu'il nous arrive un drame dans une vie et du coup on fait de soi quelqu'un d'assez singulier, qu'on est bien sûr tous très singuliers, mais en tout cas ça nous met dans un trajet de vie assez particulier et dans quelque chose qui peut nous rendre très très fort de cette fragilité-là, vécue ou subie. Et en même temps, on peut pas non plus se dire mais ça peut pas être une chance. Oui, c'est ça vrai. Que vous voulez dire, bien sûr. Oui, c'est vrai. Le tout, c'est d'utiliser le terme sans doute un peu plus approprié et pour donner, peut-être parfois donner le change en société. Parce que, par exemple, dans ma situation, là, pour l'instant, j'aimerais travailler, peut-être après, mais j'ai un statut qui reconnaît mes difficultés, qui fait que c'est une sécurité, évidemment. Des gens ne comprennent pas toujours pourquoi j'en ai été amenée à avoir ce statut-là, mais c'est un statut reconnu par l'État, donc ce n'est pas rien. Et c'est vrai que parfois, la question du travail qui est mise en avant dans mon parcours de réparation et de bien-être, je pense surtout que je sois au plus près de moi-même. D'aucuns y va de ces projections et se dire mais enfin tu peux travailler, t'as tout pour toi. Et en fait ma temporalité elle est certes lente, mais tant que je suis d'abord utile à moi-même et que par la suite je suis utile aux autres, c'est principal. Mais je ne peux pas parfois je ne sais pas comment me défendre toujours, d'où le psychodrame face à des personnes dont le point de vue, je le ressens parfois comme des attaques. Parce que trop normatif, trop dans leur système, c'est ça que vous voulez dire, je comprends. Qui ne tiennent pas compte de votre histoire ou d'où vous venez, parce qu'ils plaquent. Ouais. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas dans votre travail, là justement, la radio à Bruxelles, un début de chemin là sur le plan professionnel assez intéressant pour vous, parce que ça fait de vous quelqu'un qui a un grand potentiel et capacité à accompagner, à traiter de ces sujets-là, à faire venir des invités, vous voyez, à creuser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Là, pour l'instant, c'est vrai qu'il s'agit d'une activité avant tout bénévole, qui déjà est pas mal. Et je peux utiliser, évidemment, dans le cadre d'un travail par la suite, et j'ai un projet artistique également, ça j'en ai pas parlé. Mais prochainement, par exemple, je prévoyais de faire un stage dans une bibliothèque, enfin bon voilà, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la radio, à l'accueil d'une bibliothèque. Et par contre, pour ce qui est de cette activité mensuelle, pour moi, je la vois comme un tremplin qui reste encore un lien avec le sujet de la psychiatrie. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un projet auquel j'aimerais beaucoup plus m'atteler. C'est un projet de spectacle. Ah oui. Parce que j'ai un projet artistique en tant qu'humoriste. Et c'est vrai que ça, ce sera le top que j'aimerais le faire. Parce que à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les gens, qui est passionné par l'attention aussi, mais bon, je ne vais pas faire trop de ma pub. Vous êtes passionné par, j'ai pas entendu le mot par l'humour et la musique. Et la musique, Et la poésie et l'écriture. Et donc, j'ai un projet en tant qu'humoriste pour parler des psys. Ah, ce serait bien ça, ce serait chouette.
Moi, je pense ça pourrait d'abord beaucoup faire rire parce que finalement, il y a tellement de gens qui consultent un psy. C'est vrai, après tout, on est dans une époque ou une société où le psy est devenu, assez, on va dire assez fréquent en termes d'usage. Et il y a sûrement beaucoup de matières excessivement drôles autour de ça ou des projections. Donc c'est une bonne idée, je trouve, Chantal. Et c'est vrai que certains humoristes quelquefois s'en servent, mais pas tant que ça. Et vous auriez peut-être beaucoup de matière pour monter un spectacle. Oui, tout à fait. Amusant. Et pour moi, il s'agissait de travailler certaines strates de ma personne avant de vraiment mettre sur pied ce spectacle. Mais pour ça, il fallait que je passe sans doute par d'autres modes d'expression que juste l'écriture. Formidable, formidable. Merci Chantal de votre témoignage et de nous avoir livré là tout votre parcours. On est parti, vous voyez, de l'émotion, de la tristesse pour arriver jusque là. Et merci à vous parce que c'était très intéressant de vous avoir écouté. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Merci à vous et puis on vous écoutera demain donc Radio Panique, troisième lundi du mois. Lundi du mois. D'accord. Ok, 17h, 18h. Merci. Au revoir Chantal. Je vous embrasse. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et vous êtes bien, je l'espère, avec nous dans la libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Si vous avez du vague à l'âme, le coup de blues du dimanche soir, n'hésitez pas à nous appeler au 39 21. Quentin et Corentin répondent à vos appels et c'est Maxence Destop qui réalise cette émission. Vous pouvez également réagir par SMS en composant le 7 39 21 en précédant votre message du mot nuit écrit en majuscule ou nous laisser un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci de répondre à mes problèmes. Je vais essayer de vous expliquer. Bon, je suis désemparée face à la maladie de mon nouveau compagnon. J'étais mariée et mon nouveau compagnon a la même maladie que celle de laquelle mon mari est mort. Du précédent mari. Mon mari est mort de cette même maladie. Oui. Mon compagnon va être opéré, mais ça va être d'autant plus difficile pour moi que j'ai dû subir et j'ai vu comment s'était passée la maladie de mon mari. Nous avons tous les deux, entre autres, suivi une certaine courbe, sachant que il était condamné. Et là, je suis assez informée, donc ça va être difficile. Bon, entre autres, je n'aurai pas de soutien parce que mon frère et ma sœur sont méchants. En ce qui concerne mes amis, j'en ai fait quelques-uns. Je les avais peu ennuyés durant la période où mon mari était malade, durant ces dernières semaines, après mon veuvage. Et là, il y a un an, je leur ai annoncé que mon nouveau compagnon était atteint de cette même maladie et ne m'ont jamais rappelé. Donc, ça sera toute seule que je devrais faire face à tous ces problèmes, ce qui entraîne bien sûr une certaine angoisse. Et cette angoisse, elle se manifeste d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. Enfin, disons, c'est pas une angoisse terrible, c'est une angoisse expressive. Je suis pas paniquée, mais j'ai une expression qui sort de ma bouche malgré moi. Alors, je vais vous expliquer. J'ai été mariée une première fois 6 mois. Et j'ai dû demander le divorce parce que je savais qu'il n'y aurait pas d'avenir pour moi avec cet homme, dans la mesure où il me repoussait.
Donc, j'ai demandé le divorce. Mais lui, il avait été d'accord pour vous épouser au bout de 6 mois, vous dites. C'est incroyable. Bon, c'est vrai que j'étais inexpérimentée, mais nous avons vécu dans la même ville 1 an fiancés. Oui. Bon, il ne semblait pas y avoir de problème. À partir du jour où j'ai été mariée, oui, il me considérait comme sa petite sœur. Oui, donc il a fini par consentir à divorcer. Mais en fait, j'ai divorcé alors que je l'aimais encore. Donc, à ce moment-là, au lieu de dire « Oh mon Dieu » ou bien « Oh là là », il me sortait de la bouche son prénom, au bout duquel j'avais mis une déclinaison latine, par exemple comme Petrus, Petra, Petrum. Bon, et de temps en temps, ça revenait sur le tapis lors de pensées négatives, mais sans trop d'exagération. Et lorsque mon second mari a été bien malade, donc avec ses angoisses, j'ai constaté en effet que j'étais submergée, voire assaillie à nouveau par ces phrases, mais de temps en temps. Mais généralement, enfin, elle se manifeste tout haut, mais généralement, de façon incontrôlée inconsciemment, elles ne sortent que lorsque je suis seule. Et une fois, mon mari était présent et j'avais dû lui expliquer la chose. Et d'ailleurs, avec mon livret de famille, lorsque je serai décédée, j'ai mis un mot à mes enfants en disant que si je prononçais cette phrase, cette expression, je leur ai donné l'explication en fait, que ça ne signifiait pas que je n'aimais pas leur père parce que c'est avec l'autre prénom, mais que c'était devenu comme un toc, oui. Et parce que vous avez eu des enfants avec votre deuxième mari, donc. J'ai eu des enfants avec mon deuxième mari, oui. J'allais dire, mon premier mari n'a pas compté pour moi. Je ne me viens pas à l'esprit. Bah si, il a compté. Oui, mais il ne me vient pas à l'esprit que j'ai été mariée. Pour moi, mon mari, c'est mon deuxième mari. Alors, ça n'a pas eu lieu, pour ainsi dire. Oui, enfin, en tout cas... A priori. Oui. Bah si, ça a eu lieu, puisque... Oui. Effectivement, et que ça a eu des conséquences. Ça a eu lieu dans le sens où vous en avez fait comme j'allais dire presque un gris-gris. Vous parlez de toc et moi j'ai envie de vous parler de gris-gris avec ce prénom comme un totem en fait que vous avez embarqué avec vous, comme si vous vouliez conjurer quelque chose. En faisant un mot qui vous vient dans des moments d'angoisse ou particuliers. Qui est en fait un appel à l'aide. Qui est un appel à l'aide ou qui est pour conjurer quelque chose que vous avez dû ressentir, on dirait comme une forme de malédiction, vous voyez, de l'inconscient, et que vous avez sorti. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous voulez absolument faire part à vos enfants dans un livret de famille. Oui, je ne l'ai pas dit. Je ne voudrais pas, lors de mes derniers mots, lors de mes derniers instants, que cette phrase ressorte avec le prénom de mon premier mari. D'autant plus que... Ils le savent que c'est le prénom de vos... Vous dites que vous l'avez transformé. Oui, il est reconnaissable. Ah, d'accord. Oui, d'autant plus que ça m'est arrivé, c'est très rare, mais qu'elle s'ajoute à ce prénom, que viennent derrière ce prénom ces mots « je t'aime ». Un tel, je t'aime. Bon, c'est exceptionnel, mais enfin, disons, ça peut être déroutant et je voudrais que mes enfants sachent que ça n'a rien à voir avec... Mais vous ont déjà posé des questions là-dessus? Non, parce qu'en fait, incroyablement, quand j'ai un problème qui me heurte, j'arrive à ça ne me vient pas à l'esprit et je n'ai pas besoin de le réfréner, mais ça ne vient que lorsque je suis seule, sauf exceptionnellement une fois où c'est arrivé en présence de mon second mari, où j'avais dû lui expliquer la situation. Mais là, de toute façon, j'ai prévenu mon compagnon de façon à ce que, si face à des événements difficiles, cette expression me sorte de la bouche, qu'il ne soit pas surpris. Oui. Donc, ça va être difficile, comment dire, de ne pas rester trop pessimiste
face aux évolutions de cette maladie, que j'ai déjà pratiquement vécu une première fois, enfin semblablement une première fois, et j'aurais bien aimé me débarrasser de ce totem, comme vous dites, mais disons, je ne veux pas entreprendre une thérapie parce qu'à 65 ans, j'ai passé toute ma vie à oublier ce passage de ma vie. Enfin, pas non, toute ma vie. non, à pas l'oublier. Non. À ne pas l'oublier, à surtout ne pas l'oublier. Ben, vous voyez, par exemple, ça m'arrivait de revoir un album et je me disais, mais c'est qui ce monsieur? Ah, c'était lui que j'avais pris comme témoin de mariage? Mais je ne le savais plus. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Vous n'avez pas voulu l'oublier parce que vous n'auriez pas choisi voyez, ce prénom. Donc, il y a quelque chose de votre décision de la toute jeune femme qui est une grande blessure pour vous. Oui, vous avez embarqué, bien sûr, que vous avez embarqué avec vous dans votre vie, de cet homme de ce premier homme. Vous étiez très amoureuse de lui, c'est ce que vous dites? Ben oui. Oui. Alors, vous quittez un homme dont vous êtes très amoureuse, vous avez 20 ans, il est en plus votre mari, et vous le quittez parce qu'il ne veut pas de vous en tant que femme. Voilà, oui. Donc, je savais qu'il n'y avait pas d'avenir. Et... Comment s'est passée la séparation? Qu'est-ce qu'il a compris de votre décision, ce mari-là? Il fuyait un peu les problèmes. Si je m'approchais de lui, il me repoussait. Mais 6 mois, c'est très court. Oui, c'est très court. Il m'a même dit d'aller faire le trottoir. Une fois que je m'approchais de lui, donc j'avais pris ma décision de divorcer et il y a eu un élément déclencheur qui a fait que le matin, j'avais pris ma décision, j'ai entrepris les démarches, oui. C'était quoi l'élément déclencheur? J'ai vu en fait que dans la nuit, il s'était masturbé tout seul, voilà. Donc vous êtes sentie humiliée? Je trouvais que je n'avais pas à lui servir de bonne, que je n'avais pas ma place dans ce foyer. Je rêvais d'une vie de couple heureuse. Oui. Oui, mais il y a eu quelque chose de très impulsif chez vous et d'un couple qui n'a pas eu le temps de se créer, en fait. Une décision qui n'avait pas le temps de se créer, vous dites? Non, votre décision a été très impulsive. Elle a été prise sur un coup de tête, le matin suite à cet événement. Elle était réactive. Elle était réactive, voilà, vous avez raison. Et sans que ce couple ait eu le temps de se construire, de se fabriquer, de pouvoir s'élaborer, de se parler. Oui, mais en fait, il m'a joué la comédie lorsque j'étais étudiante, lorsque nous étions fiancés. Et une fois marié, d'ailleurs, j'ai appris qu'il s'était remarié une seconde fois, qu'il avait divorcé et qu'ensuite il avait hébergé chez lui sa deuxième femme, donc peut-être elle qui avait demandé le divorce, puisqu'elle avait eu un AVC. Donc vous voyez en fait son idée du couple, c'était plus vivre en tant que frère et sœur, je sais pas quoi. Oui, peut-être dans son rapport à la femme, vous pensez qu'il y avait peut-être quelque chose. Quelque chose qui n'allait pas. C'était, j'allais dire pour moi, irrécupérable. Oui, en tout cas, c'était votre sentiment. Et ce prénom, donc son prénom que vous avez transformé, il est arrivé quand? Il a fait irruption quand? Combien de temps après? À quel moment dans votre vie? Dès que j'ai quitté, dès que je l'ai quitté, voilà. Disons, je divorçais, mais je l'appelais au secours, voilà. Donc son prénom venait en fait. Oui, son prénom venait. Oui. En fait, il a été sans parler de lui, la façon, on va dire plutôt dont vous avez vécu ce qu'il a fait ou la façon dont il a été, vous a énormément blessé. Et ce prénom, il est là pour, vous voyez, presque comme le résidu de quelque chose de traumatisant pour vous, où vous l'appelez pour dire c'est pas possible qu'on m'ait fait une chose pareille. Comment tu as pu me faire ça?
Une immense blessure là chez vous, Oui, Anne-Marie. une blessure, oui. Ouais. Et ce prénom, alors vous parlez d'appel au secours, oui, en tout cas d'une forme d'un appel Parce que de je ne pas m'étais dit dans un comprendre. premier temps, de toute façon je divorce, quitte à le revoir, il ne mérite pas que je sois sa femme, quitte à le revoir en cachette, je divorce. Donc en fait, quand je l'appelais, quand je disais son nom, je crois que c'était un appel. Enfin, je ne sais pas. Oui. Mais il ne mérite pas que je sois sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous ? En fait, je vous parlais d'humiliation, mais vous avez été, vous êtes senti sali en fait par cette fameuse nuit. Mais il faut replacer ça dans le contexte. Hein. C'était il y a, vous dites 65 ans, donc il y a 45 ans. Oui. De ça, hein. Donc à l'époque, voilà, on est dans les années 70, 75, où bon, certes 68 était passé par là, mais enfin la sexualité dans un jeune couple, c'était pas non plus quelque chose dont on parlait si facilement. En fait, j'en ai conclu que il s'était forcé à avoir une certaine attitude avec moi avant le mariage, et qu'une fois qu'il m'avait épousée, il redevenait lui-même. Donc en fait, j'en ai voulu un petit peu d'avoir été trahi. Parce que quel comportement il avait avec vous avant le mariage ? Ce que je pourrais appeler normal, mais que je ne savais pas ce qu'était la normalité. Oui. Et le anormal, c'est quoi alors ? C'était quand même pas normal, disons. Qui se masturbe ? Ah non, mais je veux dire, il était empressé. Empressé après ? Avant le mariage. Oui. Oui, il était empressé avant le mariage. Et il n'était plus du tout après. Et après, la sexualité, c'était pour les imbéciles, me disait-il. Oui, donc en fait, en vous épousant, il gardait la Vierge. Peut-être. Oui, en tout cas, il y avait une histoire qu'il avait prise quand même avant le mariage. Alors, bon, c'était... Oui, mais quand je dis une forme de virginité de rapport à la mère, en fait, ça peut exister. Voilà que après le mariage, cet homme, finalement, vous a considéré comme une mère potentielle, puisque vous auriez pu avoir des enfants. En tout cas, la sexualité ne tombait plus dans l'ordre du plaisir avec l'épouse. Elle pouvait avoir lieu avec d'autres femmes ou avec lui-même. Non, je crois pas. Ou avec lui-même, en tout cas, ou tout seul. D'accord. En tout cas, pas avec vous. Mais je crois qu'avec aucune femme. Avec aucune femme, oui. Mais vous auriez voulu, vous voyez, quand vous prononcez son prénom en disant « je t'aime », vous auriez... Là où vous êtes blessé, et on peut le comprendre, c'est que vous auriez voulu qu'il vous aime, cet homme, et pas qu'il vous fasse ça. Oui. Qu'il ne joue pas la comédie. Mais la question, c'est est-ce que vous avez donné la possibilité ou l'occasion aux époux suivants, en tout cas au mari, à celui que vous appelez mon mari, de réparer cette blessure, parce que ce que je trouve troublant, c'est que en continuant à faire exister par le prénom ce premier époux, c'était assez rare. C'est quand j'allais dire je suis face à une difficulté. À une difficulté. Oui. Alors après, ça peut être, disons, si je viens à un moment d'angoisse là avec la maladie de mon compagnon. Bon, c'est sûr que même si, je vais exagérer, mais même si je me cogne dans la table, ça va peut-être m'échapper. Mais c'est dû, si vous voulez, à cette peur de l'avenir qui va être déchirant, enfin qui va être atroce, que je vais devoir revivre. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est dû, enfin pour moi, à une période difficile, voilà. Oui, en fait, c'est un peu un cri de désespoir de ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. C'est quelque chose de cet ordre-là qui est devenu un rituel pour vous. Je suis pas persuadée finalement, et c'est le sens que vous voulez dire à vos enfants ou que vous avez dit à votre premier mari, c'est que je pense que le prénom, enfin ce qu'il est, comme vous dites, quand je le regarde, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, c'est que c'est juste ce prénom et cette phrase est devenue un rituel. C'est pas toujours suivi de je t'aime, c'est exceptionnel. Oui, mais né dans cette situation-là, en fait, un TOC, c'est donc involontaire. Et donc ça a une utilité, c'est-à-dire que l'utilité de ce mot-là ou de cette phrase-là, c'est d'évacuer une tension.
comme voilà, tout son les tocs. Maintenant, ce qui vous gêne, vous c'est m'avez que bien éclairé, oui. Oui, alors maintenant, ce qui vous gêne, c'est qu'il se trouve que ce prénom a un sens parce que c'est celui de votre premier mari, mais que vous avez choisi à ce moment-là comme pour repousser le malheur, comme un repoussoir, comme quelque chose. Encore une fois, je reprends l'idée du gris-gris ou du totem, de quelque chose qui doit vous aider, d'un rituel. Ce que vous pourriez éventuellement faire, si toutefois Anne-Marie, finalement c'est le prénom même qui vous pose problème, c'est d'en vous inventer une petite palette. Une autre petite palette de mots, de phrases. Maintenant que vous me le dites, il me revient que peut-être au début j'ai dit merdos, merda, merdoum, et que ça s'est transformé avec son prénom. D'accord, et pourquoi vous ne reprendriez pas Si je peux, mais disons, je ne suis pas maître de cela. C'est pas sûr. Oui, d'accord. Oui. C'est pas sûr tant que vous en avez du plaisir, tant que ça peut être un amusement. Pas que ce soit un évitement. C'est pas un amusement. Non, je sais bien. Je sais bien. Quand je dis amusement, un défi, enfin un plaisir. Oui, d'accord. Vous voyez, enfin voilà, plutôt un défi que vous lancez, qui soit pas une obligation, surtout pas, qui soit pas l'obligation de lâcher l'autre mot. Parce qu'il vous dérange, mais plutôt la volonté, la volonté de reprendre. Oui, voilà. Quand je dis un amusement, une forme de défi plutôt, de reprendre en fait ce mot-là qui peut-être vous conviendrait mieux, parce que c'est la seule chose qui vous dérange. C'est le fait d'avoir cette expression. Oui. L'expression, elle est aidante. Oui, c'est ce que dit, je vois l'ISO, qui dit, c'est un moyen d'évacuer la pression de trop d'émotions intérieures, donc faut pas la contenir. Donc c'est pas tant le fait de dire un mot qu'il faut contenir, c'est juste que ce mot que vous dites, finalement, vous plaît pas. Voilà, exactement. Mais même, ce qui me dérange un peu aussi, alors d'une part, en présence d'autres personnes, ça n'irait pas du tout, parce que évidemment, avec toutes les connotations que ça implique, etc. C'est drôle. C'est embêtant. Oui, ça fait pas très équilibré. C'est rentré dans le dictionnaire, merde. Oui, non, mais je veux dire, de lâcher ça, comme ça, tout haut. Mais vous dites que vous ne le lâchez pas en public, en général. Normalement. Bon. Mais là, que je réalise ce que va être ma vie avec mon compagnon, notre vie et les difficultés qu'on va avoir, je crains de le lâcher en public. Voilà. Plus dans ma vie, je vais être stressée. Et qu'est-ce qui se passe si vous le lâchez en public ? C'est quoi le risque ? Je préviens mon compagnon déjà pour pas qu'il soit étonné, parce qu'avec ce prénom et puis que je dise je t'aime, ça pourrait poser des questions, faire qu'il se posera des questions, mais si, ça interroge. Ah, moi je pensais que vous disiez si je change de mots, ça risque de poser des problèmes. Ah non. D'accord. Non. C'est si mais même en disant merdos, ça fait quand même pas très équilibré de lâcher ça comme ça. Oui. Je vais pas dire pour un oui, pour un non, mais enfin, dans une phase... Et vous voulez paraître... C'est intéressant parce que c'est ce que dit d'ailleurs un auditeur, il y a un fond de dépression dans ce que vous racontez et que vous vous sentez un peu honteux, c'est tabou, vous voyez, et que vous en faites un tabou de votre TOC. Et c'est ça qui vous pose problème, finalement, surtout. Oui. Vous avez peur d'avoir peur, comme dit cet auditeur, c'est une phobie d'impulsion. Et comme vous avez peur d'avoir peur et vous avez peur que cela arrive, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Et tout ça est un cercle vicieux, un cercle d'entraînement. Ça devient tabou parce qu'il y a plein de honte associée à ça. Et quand je vous dis c'est quoi le risque, vous me dites c'est d'être démasqué dans ma fragilité, c'est d'avoir l'air entre guillemets pas normal. Bon. Mais j'aurais plutôt souhaité pouvoir venir à bout de ce... Non, c'est l'accueillir. Anne-Marie, on ne vient à bout de rien en passant en force et en essayant d'éradiquer, parce que c'est quelque chose que vous avez mis en place pour être aidant pour vous. Oui, d'accord. Les tocs qu'on c'était une aide. Et vous décidez d'enlever une aide. Mais votre inconscient, il a décidé que c'était une aide. Donc vous n'allez pas pouvoir l'enlever. En revanche, si vous l'accueillez comme une aide, pour dire oui, c'est une aide, alors il se peut très bien
que votre conscient et votre inconscient, que à l'intérieur de vous, ça s'arrête. Ben oui, parce que ça décide que vous n'en avez plus besoin. Pourquoi ? Parce que ce sera accueilli. Oui. Vous ne lutterez plus contre. Tant que vous luttez contre, ça s'impose à vous. D'accord. Oui, merci bien. Je me disais aussi que comme je n'avais pas fait de thérapie à l'époque, peut-être que je n'avais pas assez exprimé ma douleur, parce qu'en fait, oui, je m'étais montrée forte, je peux dire que je n'avais jamais pleuré, etc. Enfin bon... Bien sûr. Bien sûr que toutes vos explications, mais vous voyez bien, Anne-Marie, quelquefois les explications qu'on donne, et c'est le cas de tout ce qu'on analyse et ce qu'on interprète, ne suffisent pas toujours à venir à bout des symptômes. Parce que le symptôme, c'est encore une autre histoire. Quelquefois, on comprend les choses et on a l'historique, on a l'histoire, on interprète, mais le symptôme est toujours là. Et quelquefois, ce qui nous ennuie beaucoup, c'est le symptôme, malgré le fait qu'on ait l'explication. Oui. Et quelquefois, et ça c'est l'approche des thérapies comportementales ou systémiques, qui s'affranchissent en fait de l'explication pour aller directement aux symptômes. Bon, toutes les voix, voilà, il n'y a pas une voix qui prime sur l'autre, mais c'est juste pour vous dire, quand vous me dites, peut-être que voilà, parce que j'ai pas fait de thérapie, vous pouvez tout à fait changer la donne sans être passé par toute l'élaboration, parce qu'en fait vous l'avez élaboré. On sent bien que vous en avez les tenants et les aboutissants de l'explication. Et on voit bien aussi que quand vous l'expliquez, vous ne venez pas à bout du symptôme. Pourquoi ? Parce que vous ne donnez aucun crédit à ce symptôme. Vous ne l'accueillez pas. Vous ne lui dites pas merci. Vous ne dites pas tiens, tu m'as bien aidé. Oui, je vous lui en pas voulez. Ça du tout comme ça. Oui. Je voyais ça comme une honte. Oui. Mais oui, comme une honte, comme un tabou. Oui. C'est pas une honte, Anne-Marie. Oui. C'est une aide. Bon, je vais voir les choses différemment. Oui, et peut-être que vos enfants n'ont pas besoin de ce petit mot et de cette explication de texte. Pourtant, je suis sûre que, sauf si je ne meurs pas subitement, je suis sûre que cette expression me viendra dans mes derniers souffles de vie, oui. Et donc vous craignez que autour de vous on ne la comprenne pas et on l'interprète mal. Vous voulez contrôler, Anne-Marie. Tant que vous cherchez à contrôler, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer la donne. Vous ne pouvez pas aboutir. Voilà. C'est le contrôle que vous avez de la situation qui vous empêche de dénouer. Les enfants ont besoin de savoir que si je dis ça, ce n'est pas mais que... non, demandez-leur s'ils ont observé un mot que vous dites dans votre vocabulaire qui leur pose question, parce non, que non, ils vont pas l'avoir. Et ben alors, ça vous appartient. C'est votre intime. Oui. Qu'est-ce que vous voulez aller encombrer vos enfants avec ça? Je ne veux pas qu'ils s'imaginent que, en agonisant, j'appelle mon premier mari, voilà. C'est votre histoire. Que je t'aime. Oui, on est encore là dans l'histoire de la honte et du tabou. Et donc, en faisant ça, vous voulez encore contrôler quelque chose. Vous n'accueillez pas. C'est le principe. Peu importe, voyez, l'histoire des enfants, mais dans le principe, dans la posture que vous avez, c'est ça qui vous coince. Oui. Je ne veux pas que ça se voit, que ça se sache. Je veux m'affranchir de quelque chose qui s'impose à moi malgré moi. Oui. Accueillez-le, c'est à vous, c'est votre histoire. Voilà. Oui. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est vous. C'est à vous, rien qu'à vous. Oui. D'accord, Anne-Marie? Je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous. Hein. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Anne-Marie. Je vous embrasse. Bonsoir Nadia. Oui, bonsoir Sophie. Et merci de m'accueillir à l'antenne. Bienvenue. Oui, je ne sais pas par où commencer. Vous vouliez parler de relation avec votre époux, c'est ça Nadia? Oui, voilà. Oui. Avec mon époux, et en fin de compte, c'est mon second mariage. J'ai 61 ans et on s'est rencontrés en 2012. À la base, j'étais veuve et lui aussi, il était veuf depuis un certain temps. Moi, beaucoup plus longtemps. Pour résumer, il a 5 enfants et moi, j'ai 2 filles. Ceci dit, non, tout s'est bien passé au début. Il n'y a pas de souci entre nous, tout s'était bien passé. Il vivait avec un fils.
avec qui il s'entendait pas beaucoup et qu'il portait et qui, comment vous caractériser un peu son fils. C'est quelqu'un qui avait 37 ans, qui vivait avec son père, qui travaillait. Bon, que le père avait pris avec lui à la mort de sa femme, et qui est un peu asocial, qui n'a pas d'amis et pas de vie amoureuse. Oui. Donc, il a assez mal pris le fait que son père ait une compagne, une amoureuse, alors que lui en était incapable. Ceci dit, bon, ça se passait relativement bien avec mon mari jusqu'à l'été 2013. Là, j'avais rejoint mon mari, à cette époque-là, c'était pas mon mari, il est devenu mon mari en 2014. Je l'avais rejoint au bord de la mer, il avait un mobile-d'eau. Tout se passait très bien. Mais à un certain moment, normalement, ces enfants viennent passer une semaine dans un autre camping et ils se voient durant une semaine, ils se retrouvent tous. Oui. Et là, le premier soir, ils sont venus, ils n'étaient pas d'accord de me voir avec lui. Pourquoi tu es avec... on veut t'avoir à nous tout seuls. Pourquoi tu es... on voulait que tu sois seul, tu es égoïste, etc., etc. Et ces enfants, ils sont pas tous... ce sont de grands adultes. Sa fille aînée maintenant a 3 enfants, elle a bientôt 40 ans. Oui. C'est-à-dire que vis-à-vis de ces enfants, ils me racontaient déjà, mais je les avais rencontrés et tout s'était bien passé entre nous. Il n'y avait pas de souci, donc ils me connaissaient. Oui. Mais c'était incompréhensible. Bon, ils l'ont toujours dit après, on n'a rien contre Nadia, il n'y a pas de souci, c'est à toi qu'on en veut. Et il disait aussi l'expression, c'est à toi qu'on voulait donner une leçon, pourquoi on voulait que tu sois seul avec nous. Ceci dit, bon, il a essayé, j'ai essayé de temporiser, j'ai failli partir, il ne voulait pas. Il est allé les voir 2 ou 3 fois, il a essayé de s'expliquer et il était déchiré. Et moi, je ne voulais pas être la cause de leur séparation ou d'un clash. La semaine s'est plus ou moins passée. Le vendredi, il lui dit, tu peux venir avec Nadia et on dînera ensemble. Oui. On ira se promener, on est allé se promener, mais personne ne nous parlait, ne nous adressait la parole. Oui. Donc, après, je lui ai dit, moi, c'est pas possible, je ne peux pas aller dîner dans ces conditions. C'est insupportable d'être là avec eux. Les 2 filles, leur compagnon, leur mari, et les 3 garçons, et personne ne nous parle. Enfin, ils parlent à leur père ou pas du tout? Même pas. Pas du tout. Oui. C'était terrible pour lui, c'était terrible pour moi. Oui, mais enfin, je vous arrête un instant, Nadia. En même temps, c'est eux qui ont quand même proposé que vous vous voyiez tous ensemble. Oui, mais ils ne nous adressaient pas la parole. Oui, je comprends bien, mais vous veniez d'un épisode un peu tendu. Et donc, voilà, c'était le fait déjà d'être ensemble. Quelquefois, avec du silence, de la présence, de la patience. Hein, quand il y a eu comme ça entre êtres humains un peu des blessures, des affrontements, des choses difficiles, un peu douloureuses, et qu'il y a un pas qui se fait, c'est avoir beaucoup de patience et pas forcément plein de mots ou plein de choses à se dire, même sans du tout s'adresser à parole. C'est eux qui souhaitaient que vous soyez là. Donc il y avait une ouverture, voilà. Il y avait une ouverture, mais moi je le ressentais comme du rejet. Bon, tout dépend aussi du vécu de chacun, de mon vécu à moi. Oui. Et c'était assez difficile à supporter. Et c'est-à-dire que pour le père, déjà, ils n'ont pas de relation. Je me rappelle avant même de les connaître et je ne comprenais pas. Il me disait toujours, quand je me retrouve avec mes enfants, je suis plus seule que si j'étais seule. Je ne comprenais pas très bien. Et j'ai fini par comprendre quand je me suis retrouvée
une fois avec eux, on s'était retrouvés avec sa fille aînée, ses 2 fils. Une fois, personne ne lui adressait la parole, ne nous adressait pas la parole. Ils parlaient entre eux. Et c'était toujours comme ça, quand ils se retrouvaient avec ses enfants. Et alors, ce soir, si vous appelez Nadia, c'est pour... Alors, ce soir, oui, c'est un peu très compliqué, l'histoire, elle est un peu longue. Si j'appelle ce soir, c'est que, bon, après cet épisode, je suis un peu émue et j'ai du mal à mettre de l'ordre. Après cet épisode de 2013, cet été-là, ça a mis à place leur père. Il a complètement changé. Il avait même peur moi je devais rentrer chez moi parce qu'on n'habitait pas ensemble. Il avait même peur de rentrer chez lui avec son autre fils et il m'a avoué qu'il en avait peur. Bon, déjà je savais qu'il était violent, qu'il était agressif et que le père avait peur de son fils. Il m'a dit viens avec moi pendant 2 semaines, les premières semaines pour qu'il puisse pour qu'il puisse y avoir une transition. J'ai fini par aller avec lui, et là j'ai vu, c'était horrible, l'agressivité de son fils, la violence. Je ne pouvais pas supporter. Au bout de 2-3 jours, je lui ai dit, tu dois lui dire, je souffre de voir cette violence, ça me fait souffrir pour toi, tu dois lui dire que tu as peur de lui. Et il a fini par accepter parce que c'était insupportable. Il lui a dit, le fils a disparu pendant 24 heures, puis ensuite il s'est calmé un tout petit peu. Bon, ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont enchaînées. En février, on a suspecté un cancer chez mon mari. À cette époque-là, ce n'était pas mon mari. Et ensuite, il a été opéré en avril. Il a dû arrêter de travailler. Il y a eu beaucoup de choses. Parallèlement, pendant cette année, tous ses enfants ne lui parlaient pas. Il y a eu une coupure totale avec tout le monde. Mais déjà, il n'y avait pas tellement de relations. On ne l'appelait pas pour l'anniversaire, personne ne lui téléphonait. Il n'avait pas vraiment de véritable relation avec ses enfants. Mais il a souffert quand même de cette... et il ne comprenait pas. C'est-à-dire, tout lui est tombé dessus et il ne comprenait pas. Toujours est-il, finalement, j'essaie de résumer. Mais vous voulez savoir comment l'aider lui, comment vivre ça avec lui? Après notre mariage en 2014, etc., il a fait une petite dépression, mais c'est que par rapport à nous, moi je pensais que les choses s'amélioreraient. Oui. Il a du mal à extérioriser son affection. Il n'est pas tendre et il n'arrive pas à venir vers moi. Est-ce que vous l'êtes avec lui? Je l'étais au début assez, mais je me suis repliée sur moi parce qu'il a été assez agressif durant pendant sa dépression. Bon, il est devenu un peu parfois méchant verbalement. Mais il est et puis je ne supportais pas aussi c'est assez difficile pour une femme qu'il ne vienne pas vers moi, qu'il ne me manifeste pas donc sur un plan relationnel, complicité physique, il n'y en a pas pratiquement. Mais s'il était dépressif et blessé, il est dans l'incapacité totale de s'occuper de vous puisqu'il est déjà très mal avec lui-même. Oui, ça je l'ai compris, donc j'ai été assez patiente et je me suis dit ça va s'arranger tout doucement et j'ai attendu, en 2000 et là, même après, j'ai tout fait pour qu'il aille bien, pour qu'il aille dans une association, qu'il ait un jardin qui s'occupe, mais rien n'a changé. Il me dit, j'en souffre moi-même, je n'arrive pas à venir vers toi, je ne sais pas ce qui se passe. Et si vous alliez ensemble voir un thérapeute de couple, Nadia? On est allé voir février dernier un thérapeute. Il lui a dit, je vous prends d'abord et puis ensuite, vous viendrez ensemble. Ça a duré pendant quelques mois. Et puis après, il a cessé d'y aller. Et donc vous y êtes pas ensemble? Ce thérapeute n'a jamais fait appel à moi. Et puis ça a duré. Là, il a repris parce que c'était plus possible. Moi, je ne supporte plus. J'en souffre et j'ai envie. Il y a beaucoup de colère et j'ai même envie de c'est ça. Et il est allé voir
parce que j'ai insisté. Là, il voit depuis 3 séances, il a vu une autre thérapeute. Mais malgré tout, on en discute et on essaie il essaie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, c'est vrai que le fils, il a compris pendant la thérapie qu'il faisait avec l'autre thérapeute que le fils avec lequel il vivait lui a le manipulé et lui a causé beaucoup de tort, il a fait beaucoup souffrir. Il était violent et il a eu beaucoup de problèmes avec ce fils, des problèmes financiers. Et il récupérait ses bêtises, mais il lui disait toujours « n'en parle pas aux autres, ne dis rien aux autres ». Mais Nadia, vous êtes énormément rentrée et on l'entend bien quand vous racontez son histoire, dans son histoire à lui. Oui. Donc, oui, mais alors le fait que vous rentriez comme ça dans son histoire, comme d'essayer d'ailleurs de la résoudre ou de l'expliquer, ne vous a plus relié à vous-même et du coup, vous lui en voulez terriblement d'être à la fois rentré dans son histoire sans pour autant réussir à ce qu'il aille mieux et à en faire quelque chose. Parce que si vous êtes autant rentré dedans, c'était en imaginant pouvoir l'aider et en faire quelque chose. Mais ça n'a pas été possible. Hein? Oui, ça j'en suis consciente. D'ailleurs, je lui ai dit à un certain moment parce qu'il m'a impliquée et j'étais là-dedans, je ne pouvais pas. Et il était isolé, il n'avait personne à qui parler. Est-ce que vous voyez quelqu'un pour vous, Nadia? Oui. Bon, moi, j'y suis allée pour la première fois il y a cette semaine. La semaine, cette semaine. C'est bien. Mais ce qui se passe, je lui en veux aussi, parce que j'ai essayé de ne pas avoir de ressentiment. Mais c'est que vrai, j'ai porté le fait que j'ai été amenée à porter plein de problèmes, même être là pour son opération. Ses enfants n'étaient pas là, il était ignoré, j'étais toute seule. Nadia, quand on porte les problèmes de l'autre, c'est qu'on est d'une certaine manière, soit même d'accord pour le faire. Sinon, on n'est pas là. D'accord pour le faire. D'accord. Et je ne le regrette pas. Non, maintenant la colère, elle vient du fait que ça n'a pas servi, que ça n'a pas aidé, que les choses ne se sont pas arrangées et que les choses ne s'arrangent toujours pas aujourd'hui. Et que vous en êtes même, à vous demander si vous n'allez pas le quitter. Donc, l'essentiel là, c'est que ça y est, vous avez pris contact avec un thérapeute et que vous avez démarré la semaine dernière. Donc ça, d'une part, c'est quelque chose qui va vous aider parce que vous avez besoin de soutien et de comprendre ce qui se passe pour vous. Que lui continue de son côté aussi le travail qu'il a entrepris parce que pour l'instant, il est encore très dépressif. Donc pas du tout en capacité d'être l'homme dont vous auriez besoin à vos côtés. Et vous commencez vous-même à être très, très blessé. Et puis peut-être, à un moment donné, envisager d'être aidés tous les deux. Mais là, c'est important que chacun avance de son côté pour arriver à vous reparler sur des bonnes bases. Je ne sais pas. Vous verrez, mais là, c'est trop tôt. Je ne sais pas parce que moi, je suis arrivée à un stade de saturation. Oui, ça s'entend. Parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup attendu et à chaque fois j'allais. Oui, il y a eu beaucoup d'espoir. Oui, mais il y a eu beaucoup d'espoir, et Nadia. La difficulté, c'est quand on cherche à aider quelqu'un qu'il aille mieux pour que soi-même on aille mieux, on met plein d'espoir, plein d'attentes, et si on est déçu, il y a beaucoup de colère. Donc c'est une posture où on se coince tout seul en voulant finalement se dire mais si je suis là pour lui, mais avec beaucoup d'amour, les choses vont changer. Et donc si on n'obtient pas les résultats escomptés, on est furieux contre l'autre, on est aussi furieux contre soi. Et donc ça brise la relation. Être là ou être aux côtés de quelqu'un qui va pas bien ou qui traverse des difficultés, c'est ne mettre aucun enjeu personnel, sinon c'est voué à l'échec. Il ne peut pas aller bien pour vous. Il avait tellement de problèmes sur le front de ses enfants que votre... Pas uniquement, il y a pas mal de fronts qu'il a eu. Bon, oui, en même temps. Oui, c'est ça. Il a dû vendre une maison. D'accord, Nadia, peu importe, mais voyez sur le principe, c'est que dans votre attente et dans votre besoin et dans votre façon vous d'aborder la relation avec lui, ça pouvait rien donner de bon tous les deux. Donc là, c'est bien que vous démarriez un travail pour comprendre tout ça et pour repartir, peut-être, je dis peut-être sur d'autres bases, en tout cas pour faire quelque chose de la colère dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vous le souhaite. Parce que c'est la seule chose, il n'y a pas de réponse immédiate à avoir. Il y a un travail à élaborer, là. D'accord ? Oui, mais je ne sais pas.
Ouais. Puis même, il se pose des questions. Bon, il a subi beaucoup de bouleversements et ce fils lui a causé l'a beaucoup détruit en quelque sorte. Et puis, il lui a fait beaucoup de tort, même il s'est rendu compte en faisant sa thérapie, et il l'a compris par la suite, ce n'est pas avec moi, qu'il l'a aidé il a contribué, ce fils, à le dénigrer auprès des autres frères et sœurs, parce qu'il se faisait passer Nadia, pour un gentil. Oui, Nadia, je vous arrête parce que vous continuez à rentrer dans son histoire à lui pour essayer de trouver des éléments de compréhension qui vous permettraient ou pas de rester avec lui, d'être là pour lui, que les choses changent. Et donc vous êtes tellement dans le sens de l'histoire, tellement à essayer de comprendre, de trouver des solutions. Vous voyez, vous êtes voilà. Oui. Et comme vous essayez d'être finalement assez pragmatique sur des choses qui vous échappent totalement parce qu'on est dans l'ordre d'une relation complexe avec des sentiments que vous maîtrisez pas, des enfants qui sont pas les vôtres, avec un père. Enfin, voilà. Donc vous rentrez dans quelque chose que vous ne pouvez ni contenir ni analyser, à essayer de prendre la matière pour en faire quelque chose, et vous vous épuisez tout simplement. C'est-à-dire que indirectement, il m'implique. Et j'ai du mal à y échapper parce que... Oui, et j'entends bien qu'il vous implique parce qu'il vous en parle. Oui, non, Nadia, parce que quelqu'un peut vous raconter son histoire et ce qui arrive, mais le niveau d'implication, il nous appartient. On n'est pas piégé dans l'implication, Nadia, parce que c'est pas quelqu'un qui vient vous dire, viens, je te raconte ça, et implique-toi dans mon histoire. Chacun est libre et nous avons la liberté et la responsabilité de nous impliquer. Vous vous impliquez beaucoup, Nadia. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, inconsciemment, je m'implique et je l'écoute parce que plus je vais être là pour lui, plus ça va l'aider et plus finalement notre couple va en bénéficier. Or, c'est un puissant fond. C'est le sauvetage, c'est un puissant fond. Vous êtes en train de vous noyer, vous. Vous noyez complètement. C'est sûr que je ne me retrouve plus, moi. Je suis complètement... Bien sûr, parce que vous cherchez à le sauver. Donc, et plus vous le cherchez à le sauver, plus il vous raconte tout. Moi, maintenant, je ne cherche plus à sauver, je cherche simplement à avoir une relation équilibrée. Je comprends, Nadia. Alors, à me sentir femme et avoir un peu de tendresse, une relation normale. Nadia, il peut continuer tout à fait à vous raconter ce qu'il vit. Vous l'accueillez simplement, sans n'avoir aucune solution ou début d'analyse à lui proposer. C'est ça qui peut lui faire le plus de bien, parce que vous allez faire quoi ? Vous allez en fait lui manifester la confiance que vous avez en lui de s'en sortir, comme un grand garçon. Le problème, c'est que moi, j'ai plus tellement confiance parce que je suis saturée. Mais oui, parce que vous êtes arrivé. J'ai un vécu qui n'est pas. Il y a aussi mon vécu à moi, mon passé. Bien sûr. Et puis j'ai perdu mon mari assez jeune. J'avais 40 ans. J'ai élevé mes 2 filles. Elles avaient 8. C'est pas facile. Non, bien sûr, j'entends. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre second mari là ? Depuis 2012. 2012, donc 4 ans. Oui. Vous avez bien sûr, vous êtes très attaché à lui, vous tenez à lui ? Je suis restée là. J'ai failli le quitter en 2015 parce que c'était insupportable pour moi. Il y avait pas mal de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'agressivité, il y a pas mal dans... il y a eu aussi le fait que j'ai été beaucoup là pour beaucoup de choses et il n'y a pas de reconnaissance, c'est-à-dire pas de la gratitude. Je ne recherche pas un minimum de la reconnaissance. On sent dans son... qu'on est reconnu pour certaines choses. Et c'est pas dire merci. C'est pas tant qu'il sait pas dire merci, c'est qu'il n'en a pas la capacité. C'est ce que j'essaye un petit peu de vous faire entrevoir. C'est qu'en fait, vous, dans votre façon de raisonner, de penser, de vivre la situation, vous dites je suis là pour lui, je l'écoute, et quand même le minimum, effectivement. Je n'ai pas fait que l'écouter sur un plan pendant 3 ans. Et très concrète, l'accompagner. J'étais là. Trop. J'ai coaché, j'ai pris des décisions. Je fais tout, toi. Nadia, ça s'appelle, je vous le redis, du sauvetage. Mais en psychologie, quand on fait ça, on se noie avec l'autre. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On devient la victime de l'autre.
rentrer dans ce qu'on appelle une forme de jeu psychologique où vous cherchez à le sauver et lui joue à la victime avec vous parce qu'il a très bien compris que vous étiez là pour lui. Victime, il est toujours, il se pose en victime. Mais parce qu'il a un sauveteur à ses côtés. Arrêtez d'essayer de le sauver, Nadia. Oui, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si... Bon, j'aimerais bien que vous m'éclairez un peu sur ça. J'ai l'impression parfois d'être sa mère et je ne veux plus, et je le lui dis, je ne veux plus jouer le rôle de mère et toi. Mais en même temps, ça, je ne sais pas si ça... J'essaie de comprendre parce que moi, c'est vrai que je me noie. C'est comme s'il n'avait pas eu de mère. Et quand il parle de sa mère, il dit « Je n'ai pas eu de mère, elle m'a rien apporté, elle m'a rien donné. » Oui, et pour autant, vous n'avez pas été la sienne. Oui, c'est ce que je lui dis. Voilà. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que sa mère ne lui a pas donné de tendresse, pas d'affection C'est possible, Nadia, mais ça, c'est pas votre histoire. Et il y a aussi le fait, quand je lui dis « Tu n'es pas rejointe, tu sais pas dire merci », il me dit « Ma mère, j'ai toujours entendu dans mon enfance tout ce qu'on a fait pour toi, donc je ne... » C'est formidable, donc il a trouvé en vous une autre mère, puisque finalement, d'une certaine manière, vous êtes en train aujourd'hui, de façon même sans emprunter ces mots-là, mais dans ce que vous pensez, c'est après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es toujours pas capable de... Donc vous êtes un peu comme... Il vous a mis dans ce même endroit et vous vous comportez comme tel. La scène se rejoue entre vous. Alors là, je vous lis le message là de Touti qui dit que c'est vrai qu'en cherchant une aide de votre côté, vous allez avoir un soulagement et vous allez voir que toute la complexité repose pas que sur lui, mais qu'il y a bien une interaction entre vous deux. Nadia, la meilleure décision que vous ayez prise, c'est d'aller voir un thérapeute qui va vous aider à dénouer tous les fils et à comprendre aussi. Mais pas du tout en culpabilité, pas que vous fassiez mal, hein, entendez-moi bien, mais où vous vous situez dans la relation qui fait que vous n'arrivez pas du tout à l'endroit que vous voulez arriver, où vous voulez arriver. Oui, je comprends. D'accord. Et c'est ça qui va le plus vous aider. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance aussi, Nadia, pour continuer dans ce couple. Bonne nuit à vous. Bonne nuit et je vous remercie. Merci Nadia. Et bonne nuit à tous les auditeurs. Faites de beaux rêves et je vous souhaite une très belle semaine. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas, De quoi j'ai l'air. Bonne nuit.